place et son bébé tombe malade à cause d'un vaccin. Pour les industriels, c'est des millions de vaccins, mais pour elle, c'est son fils unique. Son enfant, c'est le plus important du monde. Donc c'est pas son fils, c'est pas un bénéfice, c'est pas un bénéfice d'argent, c'est pas son fils, c'est pas du business, hein, son fils, c'est sa vie entière, donc c'est de l'humanité. Là, on est dans le domaine de l'humanité. On peut pas faire de la médecine industrielle pour emporter de l'argent. Là, on est tombé bien bas, quoi, dans la barbarie. Là, on est dans une barbarie quoi, avec cette histoire de vouloir gagner de l'argent. On est autant des barbares qui vont envahir les pays pour s'accaparer le butin, quoi. Oui, c'est grave, c'est vrai. Il ne faut pas toujours penser à l'argent. L'argent, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans ce monde-là, actuellement, Bachir, malheureusement, depuis quelques années, quelques temps, les grandes figures humanistes, ça y est, tu ne le vois plus. C'est terminé. Les gens, les grandes personnalités qui pensent à l'humanité, qui fait des choses en faveur du bien, c'est très rare maintenant. Ce n'est pas comme avant. Oui, tout le monde est sous la tutelle, sous la coupole de l'argent. Regarde, malgré tous les critiques qu'on peut avoir pour tout le monde, même pour François Mitterrand par exemple, mais si tu vois l'époque de Mitterrand, il avait des rôles assez importants pour l'installation de la paix dans le monde entier. Qui soit en Tchécoslovaquie, Pologne, Chili, Nelson Mandela de prison vers le pouvoir, la paix israélo-palestinienne, beaucoup de choses. Il avait des fautes aussi, ça c'est autre chose. Mais c'était quelqu'un qui pensait en faveur de la paix dans le monde. Mais c'est vrai qu'il a participé à la guerre aussi, alors ça c'est autre chose. On va pas... personne n'est parfait. Mais les gens comme Mitterrand, ils ont, on peut dire, bulletin, passé, que c'est passé, quand tu regardes, tu vois des choses. Tu vois des choses dans le domaine de culture, de la paix, paix internationale bien sûr, et dans certaines, par exemple, histoire de carte de séjour de 10 ans pour les résidents et tout ça, c'est humaniste. Mais jour après jour, tout ça, ça disparaît partout, malheureusement. Oui, de plus en plus, oui, voilà, c'est ça. C'est tout. Pour des raisons d'argent, il y a des métiers qui sont des métiers nuisibles. Les fabricants d'armes, si on arrête les armes, oui, mais on va avoir du chômage, le chômage, parce que ils vont tomber, ceux qui fabriquent les armes, les pauvres, ils vont être au chômage. Donc, faut pas arrêter de fabriquer des armes, comme si avec on est tombé. L'homme, il y avait dit qu'il disait que l'homme, oui, il avait évolué. Il est passé de la massue, de l'homme de Cro-Magnon. Il est passé de la massue au sabre laser. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que l'évolution, c'est l'évolution dans le domaine de la guerre. Tout ce qui est toutes les technologies, tout ça, c'est toujours dans la compétition pour la rivalité. On est toujours dans le truc. L'iPad, le smartphone, c'est pour s'enrichir. Les gens ne communiquent plus entre eux, ils communiquent avec Google, ils communiquent avec ils donnent leur vie privée à des
des grands groupes anonymes qui vont exploiter leurs données et qui vont s'enrichir sur leurs données. Et parce que regarde, ils vendent leurs données des gens. Il y a d'autres gens qui vont payer pour avoir des données, et la personne, elle touche rien. Bon, on est sorti un peu du vaccin, mais bon. Mais pour sortir carrément de Bachir de vaccin, qu'est-ce que tu penses au sujet de 40 contestations dans le parti politique d'Emmanuel Macron? T'as entendu ça? Non, alors je suis pas au courant. Qu'est-ce qui se passe, hein? Alors, une quarantaine de personnes, adhérents de parti d'Emmanuel Macron, ils ont contesté comme quoi il n'y a pas de démocratie dans le mouvement. Et ils sont allés devant les tribunaux, surtout à Créteil, pour porter plainte. Et voilà, comme quoi le parti, s'il va changer son statut, qu'il l'a changé, hein, et on est en train de voter, ils disent qu'il n'y a pas de démocratie dedans. Il y a un manque de démocratie. Oui, bon, de toute façon, il faudra attendre faudra un peu plus de temps pour le dénouement, comment ça va se dérouler, parce qu'on ne sait pas si c'est une magouille, un truc politique, de la communication. Bon, je pense que les gens sont peut-être sincères, mais bon, il faut attendre le déroulement de pourquoi ça se passe ainsi. Mais effectivement, Emmanuel Macron, dans son discours, tout ça, c'est la démocratie idéale, c'était l'idéal démocratique. Et en fin de compte, le pire des dictateurs. En plus, il parlait des trucs de l'ordonnance, c'est-à-dire les lois par ordonnance, c'est-à-dire le médecin qui a donné une ordonnance, tu as tous les droits grâce à cette ordonnance. Tu peux avoir tout ce que tu veux. C'est-à-dire, tu penses que ces questions des adhérents qui sont contre, c'est un coup monté? Je n'ai pas bien compris. Alors, oui, alors ça, il faut attendre parce qu'il y a beaucoup de pièges au niveau politique, donc aussi au niveau médiatique. Donc on va voir. Il faut attendre. Faut pas tomber dans le truc direct. Parce que s'il y a un piège, on ne sait pas. Je vous laisse. Peut-être tu as lu le journal libanais, c'était libanais, je ne sais pas où, j'ai lu ce matin, comme quoi il disait, oui, peut-être c'est un coup monté pour nettoyer le parti politique de Emmanuel Macron, c'est-à-dire avec 7 procès, on voit qui est vraiment contre. Voilà, au départ c'était 20 personnes, après c'est 30, aujourd'hui c'était 40 au tribunal de Créteil. Pour le nettoyage dans le parti, en même temps qu'on est en train de rénover les statuts, on va rénover les adhérents aussi. S'il y a des adhérents qui ne sont pas 100% d'accord, voilà. C'était un journal libanais qui l'a écrit ça. C'est-à-dire, tu penses comme ça, tu as lu cet article, c'est ça? Disons que ça, comme disaient certains tribus amérindiennes par rapport aux Occidentaux, c'était de voir quelles sont les réelles intentions, l'intentionnalité. Parce que il peut y avoir tout un blablabla, mais c'est chercher qu'est-ce qu'ils veulent. Se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? L'intentionnalité, quelles sont leurs intentions? Ils ont des intentions malsaines ou des bonnes intentions? Et ça, c'est... Et là, le problème, c'est qu'on peut pas deviner, on peut pas lire dans le pensée des gens, quoi. Voilà, voilà, je vous laisse dans l'interrogative. Merci Bachir, merci Bachir. Au revoir, c'était Bachir sur 95.2 FM, mes chers amis. Vous ici, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Vous pouvez vous exprimer. Vous dites que pensez-vous?
à tous ces sujets-là. Les sujets sont très intéressants ce soir, mais également, si vous voulez, on va parler de la Turquie. Et en Turquie, comme vous pouvez constater, M. Recep Tayyip Erdoğan, l'année dernière, il a fait un coup d'État contre coup d'État, c'est-à-dire il y avait un coup d'État contre lui, il a fait un coup d'État contre ce coup d'État-là. Alors plusieurs magistrats, plusieurs milliers de magistrats, plusieurs centaines de journalistes, plusieurs centaines d'individus ont été arrêtés, éloignés de leur business, de leur travail, virés des établissements qui travaillaient dedans. La Turquie, c'est vrai, avec Recep Tayyip Erdoğan, si vous connaissiez avant la Turquie et maintenant, ici et maintenant, vous pourrez constater qu'il y avait beaucoup de changements. C'est vrai, ces gens-là, ils ont rapporté beaucoup de changements, de nouveautés dans le pays. Le groupe de Recep Tayyip Erdoğan avec Abdullah Gül et leur parti, beaucoup d'argent, ils ont ramené dans leur pays, investi pour le peuple de la Turquie. Et la Turquie actuellement, il est très très fort économiquement. Ce n'est pas comme dans les années 70, 80, même 90, puisque moi j'ai voyagé beaucoup en Turquie. Tout a changé, on peut dire, tout a changé depuis. Alors, actuellement, c'est vrai que ce problème de démocratie et l'islamisation du pays, c'est un peu grave. À ce sujet-là aussi, si vous voulez parler, vous avez la parole, mes chers amis. Tous les lundis et derniers samedis de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abassian en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. Répondre à la question de Mathieu aussi, mais tu sais Mathieu, à ce sujet-là, si j'ouvre le débat, ça va déborder encore et après, j'aime pas surtout, vous voyez, certains sujets, surtout qu'il y a beaucoup de sujets, mais d'accord, je vous donnerai une réponse. Mes chers amis, mais la Turquie, il faut pas oublier, il y avait un grand chef opposant, il s'appelait M. Abdullah Öcalan, c'était le patron des Kurdes de la Turquie, ça fait des années qu'on l'avait arrêté dans un avion, on peut dire. Il était en train de voyager en Europe et on l'avait ramené en Turquie, là en prison. Le patron de PKK, parti communiste kurde. C'est une partie qui faisait un combat militaire contre la Turquie. Depuis, cette partie est partagée en deux. Une partie ne pense plus, ne croit plus à la lutte armée, mais l'autre partie de cette partie, ça continue. Abdullah Öcalan, il est toujours
en prison, mais vous savez, Öcalan aussi était un héros, on peut dire. C'est quelqu'un qui a pu organiser son peuple. C'est-à-dire, le temps est passé, on a oublié Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan, c'était comme le commandant Massoud. C'était un Che Guevara. Beaucoup de gens ne vont pas aimer ce que David il dit, mais dans l'histoire, c'est la même chose. Ils ont fait la même chose. Hein. Moi, je parle comme un historien, pas comme un militant. Voilà. C'était comme Che Guevara et comme commandant Massoud. Le peuple kurde de la Turquie, c'est lui qui a donné l'identité en Occident, et surtout même là-bas. Et surtout dans cette guerre contre Daesh, sans aucun doute, vous avez vu des belles filles kurdes qui prenaient le Kalachnikov et combattaient contre Daesh. Et ils donnaient leur vie, et ces gens-là, ce n'était pas n'importe qui, c'était des femmes qui étaient vécues, qui vivaient en Occident, des femmes qui avaient étudié, qu'ils avaient passé dans les universités de l'Occident, surtout de l'Europe. Mais une fois qu'ils ont vu leur pays est en danger, la Syrie ou l'Irak, ou le côté de l'autre côté, parce que les Kurdes, vous savez, ils sont dispatchés dans plusieurs pays. Après Première et Deuxième Guerre mondiale, les Kurdes, on les a partagés en Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran. Voilà, ils se sont séparés. Les Kurdes, comme vous savez, c'est une grande civilisation, c'est un peuple très très grande. Actuellement, la plupart de ce peuple, il est en train d'abandonner l'islam et ils reviennent vers leurs anciennes religions zoroastriennes. Zoroastrien, il est en train de prendre place parmi les Kurdes, surtout en Kurdistan d'Irak. Et après tous ces problèmes-là qu'ils ont eu avec Daesh. Mais à l'époque d'Abdullah Öcalan, au lieu de devenir zoroastrien, il devenait communiste, marxiste. L'idéologie, c'était socialiste. Il était membre du socialisme international à l'époque. Mais en même temps qu'il faisait un combat, on peut dire, militaire contre la Turquie, à l'époque, dans les années 80 et tout ça, qu'est-ce qu'il faisait? Toutes les Turcs d'origine kurde et qui étaient en Europe, Abdullah Öcalan, il donnait un travail à ces gens-là. La plupart de kebabs turcs que vous voyez, ce sont des héritiers de ce mouvement de Che Guevara de Kurdes, c'est-à-dire d'Abdullah Öcalan. Il ouvrait pour chaque foyer une boutique, un restaurant de kebab turc. Et actuellement, ce système de kebab turc, avec beaucoup d'autres produits turcs qui viennent de l'Allemagne, d'autres pays, de Hollande, je ne sais pas où, en Europe. Au départ, c'était dans l'organisation de M. Abdullah Öcalan. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une unification, on peut dire, de ce peuple qui ne dérange personne, c'est-à-dire les Kurdes, comme vous pouvez constater, en Europe, ils sont très calmes, ils sont comme les Chinois, disons comme les Turcs. Les Turcs, de temps en temps, vous avez des problèmes en Allemagne, on dit, de temps en temps, il y a certains problèmes fanatiques dans les familles. Mais des Kurdes, vous n'entendez rien, c'est-à-dire aucun problème. Peut-être il y en a des problèmes partout, mais ce n'est pas... ils ne sont pas des gens pour déranger les autres, quand je dis, c'est quand ils sont ici, là. Alors, ces Kurdes-là, actuellement, ils ont des problèmes qu'ils avaient avant en Turquie, c'est-à-dire une grande pression de pouvoir actuel de M. Recep Tayyip Erdogan. Il est plutôt contre les Kurdes de son pays. Et le journal de Cumhuriyet, et la plupart des gens qui étaient arrêtés, tout ça, ce sont des gens de gauche, des intellectuels, des laïcs surtout.
Mais de l'autre côté, M. Rajab Tayyip Erdogan, il est en train de lancer, on peut dire, une idéologie musulmane, islamiste, qui n'est pas celle qu'on connaît en Arabie Saoudite ou dans les pays arabo-musulmans, un peu plus modéré, mais il est musulman, il est islamiste. Mais par exemple, hijab n'est pas obligatoire, mais par contre, il va enlever certaines éducations laïques à partir de septembre, à partir de l'année scolaire qui arrive. Une grande partie des informations et d'éducation et des informations laïques que le peuple turc depuis Atatürk est en train de l'apprendre va être disparu dans le manuel d'école et de l'université Turquie. C'est-à-dire Rajab Tayyip Erdogan, il va devenir un chef musulman, mais pas comme les ayatollahs en Iran, pas comme en Arabie Saoudite, un peu différent. Ça sera un troisième islam, c'est-à-dire d'ici quelques temps qu'il va prendre la force. Vous allez voir encore un autre prédit de David Abbassi. Vous allez voir dans les années qui viennent, parce que lui, avec la réforme qu'il a fait, il va rester président jusqu'à l'an 2020. Il va rester encore plus de 10 ans président, et c'est un président à vie. Il a pour amener des milliards de l'argent dans son pays, et le climat de la Turquie a été changé. Moi, j'ai voyagé plusieurs fois en Turquie depuis 1981 à ce jour. C'est vrai qu'actuellement, la Turquie que vous voyez, aucun rapport avec la Turquie des années 80. Et cet changement d'économie, société qu'il a ramené, de l'autre côté, il va l'islamiser. Cette islamisation va prendre place. La laïcité de Mustafa Kemal Atatürk va abandonner, et avec tous les respects qu'il a pour ce monsieur, c'est-à-dire Atatürk, toujours, c'est une grande personnalité. Pour ça, je ne sais pas si nous avons des Turcs qui nous écoutent, ou des Kurdes qui nous écoutent, et surtout les problèmes que les Kurdes, qu'ils ont toujours. Par exemple, à l'époque, je me rappelle, j'avais des Kurdes dans le train d'Ankara, j'avais pris d'Ankara le train pour jusqu'à Istanbul. Je voyais des soldats qui pleuraient, et ils disaient, écoute-moi, j'avais le moustache, et quand je suis entré dans l'armée, j'étais obligé de raser mon moustache. Je dis, pourquoi? Il a dit, parce que quand tu mets le moustache, on dit que toi, tu es un Kurde. Voilà, on dit que non, nous sommes tous des Turcs, il n'y a pas de Kurdes, il faut raser le moustache. Mais maintenant, nous pouvons constater que ce problème de moustache, c'est pas tellement énorme et important, mais quand même, c'est un peu différent le climat de la Turquie concernant la liberté et droits de l'homme. Vous savez, c'est Reporters sans frontières. Ils viennent d'annoncer parmi 180 pays dans le monde, la Turquie, concernant le respect des droits de l'homme, il est 155e pays. 155e pays. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier que la Turquie, c'est une petite Chine pour l'Occident. La plupart des produits que nous consommons ici en France, qu'ils soient de L'Oréal ou Danone, c'est fabriqué en Turquie et beaucoup d'autres marques. C'est-à-dire, la Turquie, voilà, c'est une petite Chine de fabrication pour l'Occident qui a un rôle assez important dans l'économie de l'Occident, surtout l'Europe. L'Europe, la plupart des choses, avant d'être fabriquées en Chine, même jusqu'à maintenant, ici et maintenant, aujourd'hui, c'est fabriqué dans la Turquie. Voilà, c'est pour répondre à notre ami, je crois qu'il s'appelait Chérine, mais pour répondre à notre ami Mathieu, une petite pause musicale et on revient. Et n'oubliez pas que vous avez la parole, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20, encore quelques minutes, encore 40 minutes que je vais être avec vous. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des questions, si vous voulez vous exprimer sur les sujets qu'on vient de
parler ensemble. Si vous avez un autre sujet, nous sommes là à votre service. Ici et maintenant, non, 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 ici et maintenant, non, non, ici et maintenant, non, non. Ici et maintenant, non, 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 non. Ici et maintenant, non, 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 non. J'arrête quand je veux, 95.2 ici et maintenant. Vous écoutez radio ici et maintenant. Maintenant, ici et maintenant, 95.2 FM. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici et maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Et c'est le numéro que notre ami James vient de composer. Nous avons le plaisir de le recevoir. James, bonsoir. Oui, bonsoir David. Comment ça va? Comme ça, oui, ça va bien, oui, bon. Mais je ne voulais pas intervenir, parce que je suis quand même intervenu 2 fois aujourd'hui, sur Radio Ici Maintenant, alors je trouvais que c'était un peu excessif. Mais enfin bon, quand tu as abordé tellement de sujets, je me suis dit, et puis qu'il faut vivre ici et maintenant, et que peut-être tout à l'heure je ne serai plus dans ce monde. Eh bien tant pis, même si je me fais attraper par le patron de la radio, je m'en fiche. Donc là tu parlais en ce moment de la Turquie. Alors moi, ce président là, quasiment dictateur pour 20 ans, moi je préfère l'appeler Erdogan. C'est comme ça, sur les grands médias, on l'appelle Erdogan. Donc c'est une question de prononciation, hein, c'est tout. Hein. On ne donne pas son prénom, mais ouais. le président Erdogan, alors là, parce que là, avec ces noms compliqués, je mélange un petit peu avec d'autres noms orientaux, chez les Kurdes ou machin truc. Voilà, c'est tout. Hein. Alors, chez Erdogan, mais oui, il y a eu une forte émigration turque vers l'Allemagne. Et donc, en Allemagne, les Turcs, ils ont commencé par être des migrants, quoi, des immigrants, puis ils ont travaillé dans les usines, et puis ils sont montés un petit peu en grade. Et puis, comme les Allemands sont je prends un exemple comme ça, comme les Allemands sont de très grands chimistes depuis très longtemps, ils ont appris la technique allemande pour faire des plastiques, des Tupperware magnifiques que je trouve chez Franprix, ou que je trouvais, parce que là je ne sais plus s'il y en a encore. Donc ils sont venus au pays, ils ont appris une technologie, et donc il y a chez Franprix j'ai trouvé plein de boîtes en plastique avec des clapets pour fermer, tout ça, enfin vraiment du très beau matériel. Et je me disais, ils sont forts les Turcs, oulala. Puis j'ai réfléchi, et puis donc c'est parce qu'ils ont appris ça des chimistes allemands. C'est pas pour dire que les chimistes allemands sont des saints, hein, parce que on connaît la firme Bayer, etc. Donc ils se sont des fois servis dans leur histoire de leur chimie pour faire des horreurs. Mais enfin, c'est pas la question, hein. Mais bon, Erdogan, moi j'ai un peu de famille qui se trouve en Turquie. Une personne qui a épousé une autre personne en Turquie, qui est de ma proche famille.
Elle revient de temps en temps ici en France, mais bon, pas très bavarde. Et elle avait épousé d'ailleurs un militaire turc, mais qui est sorti de l'armée. Donc c'était quand elle s'est mariée, ça devait être l'époque un petit peu de la prééminence de l'armée turque, quoi. Puis effectivement, Erdogan a pris de l'ascendant, et puis il a obtenu, comme tu disais, cette espèce de pouvoir absolu pendant 20 ans. Bon, tant mieux si ça élève le niveau de vie de tous, mais ça sera peut-être pas le cas, je ne sais pas. Enfin, il est rusé, hein, ce Erdogan. Oui, c'est vrai. Moi, j'entendais des reportages sur toute la rive sur la mer intérieure, là, une fois qu'on a passé le Bosphore, il y a une mer qui s'appelle je ne sais pas comment, où s'étale tout l'urbanisme turc, que ce soit sur le versant oriental ou sur le versant occidental. C'est plus petit sur le versant oriental. Et je voyais qu'ils détruisaient beaucoup de forêts pour installer des habitations. J'entendais ça sur, je sais pas où, France Culture ou un truc comme ça. Ils détruisaient beaucoup de forêts pour installer des habitations pour une population, et en créant de nouveaux ponts, parce qu'ils ont besoin de ponts pour franchir les deux côtés de la Turquie. Donc, ils construisaient beaucoup de ponts, mais en profitant pour installer des gens assez confortablement qui seraient reconnaissants à Erdogan et qui formeraient un futur soutien pour son pouvoir, pour son gouvernement. Enfin voilà, le monde dans lequel nous vivons. Ben, je vais arrêter là. Mais... Oui, tu sais que Rajab Tayyip Erdogan, avec son équipe, enfin le parti ils ont fait un petit coup d'État dans leur parti à l'époque, et leur chef, par exemple le patron de l'opposition qui est aux États-Unis actuellement, Golan, qui sont contre lui. Lui, c'était le maître de Rajab Tayyip Erdogan. Qui donc? Qui? Tu sais qu'actuellement, il est en train d'arrêter les gens là-bas, comme quoi il travaille pour son adversaire, M. Golan, qui est en Amérique. Ah, le maître d'Erdogan est en Amérique. Mais lui, il est contre lui, c'est-à-dire Rajab Tayyip. Ah, il est contre lui. Il arrête les gens en disant qu'ils se sont collaborés avec ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il était son patron, c'est-à-dire c'était des gens des partis islamiques de l'époque. C'est une réponse à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire tu as dit justement, rusé, c'est un type qui est très rusé. Et il a su bien profiter de toutes les possibilités pour devenir chef et patron et écraser tous ses chefs. Voilà, tous les chefs qu'il avait avant jusqu'à maintenant. C'est un type très rusé, comme tu viens de dire, toi. Oui. Enfin, moi, je préférais évidemment le côté Atatürk, sans considérer qu'il était parfait, Atatürk, mais quand même, il y avait du bon, quoi, dans sa laïcisation, enfin, vous m'avez compris. En laïcisation. Oui, tu sais que dans le pays musulman, la première personne qui a commencé de laïciser le pays, c'était Mustafa Kemal Atatürk. Bien sûr, Atatürk. Donc, ça, c'était bien. Mais si ça se faisait à travers l'armée, moi je suis plutôt pas très militariste, hein. Mais je suis quand même partisan que chaque nation, qu'elle se soit créée il y a très longtemps ou récemment, après les décolonisations, que chaque pays ait quand même une défense, quoi. Dans ce monde compliqué où on se bat pour les pétroles qui doivent passer à travers la Syrie ou pas, les gazoducs, tout ça, enfin bon, tout s'en mêle, donc toujours des questions de guerre, de gains de grosses boîtes, comme disait Bachir, bon, les usines d'armement, ben, il en faut quand même, parce que
il faut bien qu'on se défende. Si on est agressé par une autre dictature comme la Corée du Nord, je sais pas moi, donc il faut leur faire peur aussi. Et là j'ai entendu sur une autre radio que je n'écoutais plus, mais bon, je vais le dire, je n'ai pas honte de le dire, je me suis remis à écouter un petit peu, en dehors des heures de la radio ici maintenant, je me suis mis un petit peu à écouter cet après-midi, enfin après l'émission de Morgan et les autres émissions. J'ai écouté un petit peu la nouvelle équipe de Radio Courtoisie qui n'allait plus bien du tout suite à la catastrophe de Marine Le Pen là, qui a fait chuter le parti, et puis la Radio Courtoisie qui était quand même un relais important pour ce Front National était tombée à l'eau. Et alors donc maintenant c'est une femme. Le lundi, c'était Henri de Lesquen, là, qui était vraiment polytechnicien énarque, mais qui contribuait, paraît-il, enfin, il y a eu une guerre intestine chez eux. Donc, on lui a demandé où il s'est lui-même démis. Henri de Lesquen, le Versaillais polytechnicien énarque, donc, mais d'origine bretonne. Donc il est parti, et maintenant c'est une femme qui s'appelle Dominique Paoli qui s'occupe de cette radio et qui essaye de la faire remonter. Donc j'ai écouté en même temps donc les invités qu'elle avait aujourd'hui, lorsqu'il y en avait, parce que il parlait on parle surtout de guerre sur cette radio, on parle de militaires, comme le dernier militaire qui s'est fait virer par Macron. Qu'est-ce que tu penses justement à sujet de Pierre de Villiers, monsieur de Villiers? Pierre de Villiers, qui est le frère de... Qu'est-ce que tu penses? Un frère de Philippe de Villiers, là. Ah, il est son frère? Il est le frère de Philippe? C'est ce que j'ai entendu dire, que c'est un frère de Philippe de Villiers. Ouais. Et Philippe de Villiers, bon, il est connu, je pense, maintenant. Il avait créé en Vendée cette espèce comment on appelle ça, ce cirque-là, historique. Donc, de Villiers, c'est pas inintéressant, là, quand il intervenait sur les plateaux de télévision. Ça a été un des premiers à défendre les abeilles, par exemple, les produits chimiques contre les abeilles. Mais bon, c'est pas ma tasse de thé, comme on dit, parce que les Vendéens, tout ça, bon, c'est un écrivain, mais enfin voilà. Tout ça pour dire que j'ai entendu une intervention cet après-midi d'un militaire qui défendait naturellement Ollier, le général là, Pierre de Villiers, c'est ça? Oui, de Villiers, oui. Pierre de Villiers, pardon, et qui racontait beaucoup de détails sur les armements actuels en France. Alors, figure-toi que il était très compétent. Il parlait des nouvelles fusées françaises extrêmement en avance, qui sont chargées de têtes multiples nucléaires, miniaturisées, qui chacune sont tirées depuis des sous-marins, depuis la mer, quoi, etc. Et qui sont ensuite automatiques, leur destination est prévue pour que chacune tombe sur un site particulier. Alors par conséquent, tout ça, on en communique aux gens qui peuvent être dangereux. Donc on leur dit, si vous touchez à la France, vous allez avoir une bombe nucléaire d'une puissance inconnue qui va tomber sur à peu près tous les centres névralgiques de votre pays. Alors ça fout la frousse, Donc je crois que c'est pas dans ce sens-là qu'il y aura des guerres atomiques, à moins qu'il y ait un coup de folie, mais je crois pas quand même que cette folie puisse arriver. Bon, enfin bref. Enfin voilà. Il y a des gens qui aiment bien les armées et les armes.
Mais quand même, le général de Villiers, il a eu tort de contester Macron officiellement au lieu d'aller le voir discrètement, comme le travail. Parce que lui-même, il a préparé son sortie de l'armée, non? James, qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, qu'il ait tort ou pas, en principe, effectivement, l'armée, le chef des armées, c'est le président de la République. Bon, d'accord. Après, la Constitution. Alors, qu'on soit d'accord ou pas avec cette Constitution, moi, je ne suis pas d'accord avec aucune des constitutions que la France a pu avoir. Mais ça, c'est un autre problème. Là, il s'agit des utopies qui sont souvent développées sur Radio et c'est maintenant. Mais utopies réalisables, hein, comme celle d'Étienne Chouard, constitution qu'il faut créer par un groupe de personnes issues du peuple et qui donc ne sont pas éligibles au pouvoir, justement. C'est-à-dire que toute personne rédigeant la Constitution ne sera pas établie par les mêmes politiques qui sont au pouvoir et qui forcément font des constitutions qui défendent leurs privilèges ou leur pouvoir ou leurs revenus importants. Voilà. Donc, où en étais-je, cher David? Oh non, on était sur ce que tu avais appris sur l'armée et l'histoire de général oui, alors de Villiers. Donc le chef, donc en principe, le général en question aurait dû obéir au chef des armées, mais en France, c'est pas la première fois que l'armée se rebelle et prend le pouvoir. Souviens-toi, à l'époque de la guerre d'Algérie, c'était le carteron de généraux, comme disait De Gaulle, le 21 avril 61, je crois, qui menaçait la France et qui voulait, c'était l'armée qui voulait prendre le pouvoir, le général Salan et les trois autres, là, etc. Donc l'armée est tentée parfois de prendre le pouvoir. Hein. L'armée, oui, c'est comme ça, hein. Ils ont envie de prendre le pouvoir, mais en France, ce n'est pas le cas, jamais. Mais non, ils ont été évincés, bien sûr, mais il n'y aurait pas eu De Gaulle pour les remettre en place. Et on aurait peut-être eu, pendant une certaine période, le général Salan, mais les noms m'échappent, hein, mais bon, je les ai su par cœur, les trois autres. Mais on aurait eu un pouvoir militaire, comme on a eu un pouvoir militaire, puisque De Gaulle était lui-même militaire, juste après la libération pendant la dernière guerre. De Gaulle avait été réélu puisque c'était un général qui avait fondé son parti juste après la dernière guerre. Et puis après, bon, il s'est éclipsé, on n'a pas voulu de lui, un peu comme Winston Churchill, qui lui n'était pas militaire, mais il l'avait été, je crois, en Inde. Et donc, ben voilà... Donc De Gaulle s'est rebellé, moi je me souviens, j'étais là-bas, quand il y avait le putsch du 21 avril, là, oui, enfin, je sais plus, échappez-vous par tous les moyens, c'est Michel Debré. Enfin voilà, bon, je bafouille un tout petit peu. Donc, c'est mon expression favorite, bafouiller. Mais il faut fouiller à travers tous les sujets, hein, parce qu'il faut être informé, et bien informé, etc. Et grâce à toi, et grâce à Radio J maintenant, nous sommes chaque jour un petit peu plus davantage si on décide de l'être. Sinon, si on s'en fout, eh ben écoute, on s'en fout. Allez, je te laisse, David. Merci, James. Merci de ton intervention. Je t'embrasse. Merci. À bientôt. Oui, moi aussi. Au revoir. Voilà, c'était James sur 95 de FM. Mes chers amis, vous aussi, vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Vous avez la parole et j'espère que James et tous nos amis, vous avez vécu 120 ans, plus que ça. Je n'ai pas voulu couper ses propos. Toujours, on doit avoir l'espoir. Et surtout, l'espoir, c'est quoi? C'est que chaque jour, on essaie au moins de faire quelque chose. Ce que vous prenez votre combiné de téléphone. Vous composez le numéro 08 92 23 95 20. Ça,
soyez sûr et certain, c'est quelque chose de très important que vous faites, puisque vous allez faire un échange de ce que vous avez appris. Ici maintenant, aujourd'hui, hier, dans un an, vous allez encore être content de revenir, de revivre ces souvenirs. Et bien sûr, chaque jour, nous sommes en train d'apprendre dans la vie. En même temps qu'on apprend, ça serait très très intéressant de le partager avec les autres. Et c'est le cas de la radio ici maintenant. Voilà. Quand vous parlez, quand vous prenez le combiné de téléphone, quand vous composez le numéro, c'est comme vous étiez allé dans une université, écouter ou parler, n'importe. Quand on parle ou quand on écoute, tous les deux, c'est du travail positif. Positif. C'est pour ça, il faut être fier de bouger, de réagir. Et n'oubliez pas, tout ce qu'on fait, on ne peut pas dire que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ça part en l'air. Non. Il y a toujours des individus qui vont capter ce que vous lancez. Alors, essayez de lancer. C'est-à-dire, n'ayez pas peur de lancer ce que vous savez et dire ce que vous pensez. Et maintenant. C'est ici. C'est maintenant. Sur 95. C'est ici. C'est maintenant. C'est ici, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est ici et maintenant. Maintenant. 95.2. Et bonsoir, cher Dominique. Bonsoir. On vous écoute, Dominique. Je suis allée en Turquie en 1963. Allô? En 1963, c'est excellent. Oui, on vous En écoute. 1963. 63, oui, oui, oui. Et c'était, je crois que c'était encore sous la dictature d'Atatürk. Non, 63, je crois qu'Atatürk n'existait plus. Oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez comme souvenir Bah, 1963? j'ai des bons souvenirs de Turquie. C'était pas le président qu'il y a maintenant. Ah non, non, depuis une dizaine, une vingtaine de présidents est venu échanger, cher Dominique. Ah oui, oui, oui. Et puis, j'ai visité j'ai eu un bon souvenir du Bosphore, un bon souvenir de Sainte-Sophie, un bon souvenir de Sainte-Sophie, un bon souvenir de la Mosquée Bleue. Je me souviens, dans la Mosquée Bleue, fallait se déchausser. Et puis le café de Pierre Loti. Excellent. Mais seulement, cher Dominique, si vous éteignez ou baissez le son de votre téléphone, puisqu'il y a un décalage, va vous tromper, baissez votre téléphone. Et vous savez, Atatürk, il était président de 1923 jusqu'à 1938, mais c'est vrai que lui, il était le père, on peut dire, de Nouvelle-Turquie, c'est-à-dire la Turquie actuelle, la Turquie laïque. C'est grâce à ce monsieur-là qu'il est sorti de l'islamisation qu'il y avait pendant des années et il a fait entrer dans le monde moderne, Atatürk. Ah Mais oui, après la lui, Turquie de maintenant, oui. c'est pas ça. Puis le bazar d'Istanbul, j'ai aimé aussi. Ah oui, c'est joli. Les mosquées qui avant c'était pour le part c'était des églises et ils ont transféré en mosquées. C'est vrai, Istanbul, c'est très joli. Oui. Ah, c'est magnifique. Alors Je suis restée 3 jours. Depuis vous n'étiez pas allé en Turquie depuis Non, 1900... j'ai pas pu. Non, j'ai pas eu l'occasion. Oui, on vous écoute, Dominique. Je n'ai pas eu l'occasion de retourner en Turquie. D'accord, d'accord. N'oubliez pas, Dominique, parlez sans arrêt et éteignez votre radio, puisqu'avec votre radio, il y a un décalage de quelques secondes. Vous allez perdre ce que vous voulez dire. D'accord? On vous écoute. Allez-y, madame. Ah oui.
C'est-à-dire que Oui, vous devez on m'écouter à entend partir ma de votre voix. combiné de téléphone. Alors, écoutez-moi à partir de votre combiné de téléphone, pas à partir de votre poste de la radio. Ah oui, 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 oui. Mais j'aimerais bien y retourner, j'aimerais beaucoup y retourner. Hein. Si j'ai l'occasion, j'aimerais beaucoup y retourner. Si j'ai 75 ans. Que Dieu vous garde. Et vous pouvez y aller, surtout que vous savez, après le mois de... Je vais faire une petite publicité encore pour la Turquie, voilà. Vous savez, après le mois de septembre, le voyage va être tellement moins cher pour aller en Turquie, partout. Souvent notre temps organise des voyages. Vous savez, le journal Notre Temps, il Ouais. organise des voyages. Ah, d'accord, d'accord. Notre Temps, je suis abonné à Notre Temps et à, comment ça s'appelle, au Pèlerin. C'est bien, c'est bien, c'est bien, Au Pèlerin. c'est bien. Voilà. Excellent, mon cher Dominique. Merci de votre intervention. Allez, au revoir. Je vous embrasse, merci. Merci, Au revoir. merci. Au revoir. Ah là là, ça c'était joli, ce témoignage. Ce témoignage, c'est-à-dire il y a déjà 54 ans. 54 ans, Dominique, il était allé en Turquie. Et ici maintenant, aujourd'hui, le 25 juillet 2017, il nous a partagé ce souvenir. Ça, c'était très joli. 54 ans. Et on voyage. Ah oui, ce que je viens de dire, ce n'est pas de publicité, c'est des informations. Vous savez, après le mois de juillet et août, surtout après le 10 septembre, les voyages sont pas chers. N'importe où dans le monde que vous voulez voyager, surtout les voyages organisés, vous pouvez sélectionner, surtout dernière minute, ou, si ce n'est pas la dernière minute, 1 mois, 2 mois avant. Acheter des voyages avec 300 €, 400 € par personne. Vous pouvez voyager pendant 1 semaine, faites même le croisière, ou hôtel, pension complet, billet d'avion complet, pour n'importe où, au nord d'Afrique, en Asie, Proche-Orient, Moyen-Orient, même en Europe, voilà, il y a des voyages pas chers quand ce n'est pas cette période de vacances. Et voyager, c'est la meilleure chose. Meilleur cadeau. Vous voulez vous faire cadeau? Voyager. C'est mon père qui disait ça. Vous voulez vous faire cadeau? Voyager. Voyage est formidable. Moi-même, chaque fois comme je voyage, je fais un bouquin dans ma tête et je reviens et je l'écris. C'est pour ça que j'ai fait 130 livres jusqu'à maintenant et beaucoup d'autres choses, des articles, des émissions, tatati, tatata. C'est pour la plupart des choses, ces choses-là, c'est ce soir que je viens d'apprendre. C'était grâce au voyage. Quand vous voyagez, même quand vous êtes en train de vous promener dans n'importe quel jardin, des jolis jardins, les parcs parisiens, les banlieues parisiennes, vous savez que Paris, une chose qui est très intéressante en Île-de-France, c'est les parcs. Vous avez des parcs formidables. Maintenant, si vous voulez plus loin voyager, alors chaque jour découvrir des parcs parisiens ou de banlieues parisiens. Nous avons des parcs formidables. Vous y entrez comme vous êtes entré dans notre pays. Et les quartiers aussi, c'est la même chose. Dans certains quartiers, c'est pas la peine de toujours voyager, si on n'a pas le moyen, si on ne peut pas. Voyager et quitter votre appartement, votre maison, votre quartier, aller dans un autre quartier, vous allez voir partout, surtout, grâce à Dieu, soi-disant, nous vivons à Paris, c'est très joli partout, il y a des choses. Alors, mes chers amis, avant de vous quitter, vous étiez très nombreux de m'appeler tout à l'heure, enfin, 4-5 personnes. Pourquoi je ne parle pas de Jérusalem et surtout les questions qui existent aujourd'hui? Ici, maintenant, comme vous savez, les Américains, ils ont envoyé quelqu'un, tatati, tatata, cette histoire. Moi seulement, comme un cadeau à la fin de mon émission, je vais vous donner mon idée, une petite anecdote, une petite raconte historique sur Jérusalem, déjà. Jérusalem, vous le connaissez, tout le monde. Mais n'oubliez pas, pour la plupart des fois, certaines choses, de deux côtés, je ne veux pas dire d'un côté seulement, de deux côtés, ils tombent dans certains pièges, et ces pièges, après, c'est grave pour la paix. Un dirigeant, c'est qui?
c'est celui qui ne tombe pas dans le piège. Alors toujours, ils sont en train de piéger les grands chefs qui règnent dans le monde. N'oubliez pas, ce n'est pas les chefs qui règnent. Ils règnent, mais il y a le piège pour eux. Comme on vient de dire ce soir, de vaccination jusqu'à armée, jusqu'à démission de Pierre de Villiers et beaucoup d'autres choses. Les guerres, vous pensez, n'importe quel président, il aime la guerre pour son peuple et pour son pays? Non, non, non. Mais on prépare le scénario, on le prépare tellement joli qu'on tombe dans le piège. Pour ça, un chef, un patron, c'est celui qui pense à sauvegarde et la paix de son établissement, de la société, de son pays. Il ne le fait pas entrer dans la violence et la guerre. Question de Jérusalem d'aujourd'hui aussi. De deux côtés, il faut faire des efforts. De deux côtés, il faut travailler. On ne peut pas dire puisqu'on a peur de ça, on va aller de ce côté-là. Alors on n'a pas... Non, il faut être raisonnable. Cet système de pensée avec la haine doit se terminer. Et c'est la raison qui doit prendre place. La raison. Cette ville, il est première pour certains croyants, deuxième pour certains d'autres croyants, troisième pour certains d'autres croyants. Déjà, c'est ça que vous devez établir. Comme en Liban, à l'époque de colonisation, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ici, il y en a trois peuples. Un peuple, il est premier. L'autre peuple, il est deuxième. Troisième peuple, il est le troisième. Alors, on va partager le pouvoir. On va donner le président de la République de Liban aux chrétiens. Parce qu'ils sont les premiers. Puisque, voilà. Le deuxième, c'est qui? Ils ont dit deuxième majorité, c'est les sunnites. Les sunnites, c'est la deuxième majorité de Liban. Alors, on va donner premier ministre, toujours pour les sunnites. Après, ils ont dit, alors, troisième groupe au Liban, c'est les chiites. On va leur donner le président de parlement. Et ils ont fait ça pour faire la paix. Un partage de pouvoir avec une surveillance internationale et surtout la France. Et pendant des années, ça roulait, ça marchait. Même de temps en temps, s'il y avait des problèmes, on arrangeait et tout ça. Mais n'oubliez pas, il y a Amin Jumaïl qui a été assassiné, le président libanais. Rafik Hariri, premier ministre, était assassiné. Mais il y a Nabih Berri. Nabih Berri qui est par le président du Parlement, je le connais, du Liban. Ça fait des années qu'après Moussa Sadr, celui qui est là, il a su prendre des attitudes pour rester au pouvoir. Et il a resté. Avec tout le monde, il a su bien comment il faut traiter pour rester au pouvoir. Et il est resté. Nabih Berri, patron de Parlement. Depuis des années, plus d'environ 40 ans. Mais combien de présidents est venu, combien de premiers ministres sont venus au Liban, ils sont partis. Alors, la question de Jérusalem, avec l'intelligence internationale, on doit faire un partage, équilibre, selon le premier, deuxième et troisième. Alors, avant de vous dire au revoir, on va voir c'est qui est le premier, c'est qui est le deuxième, et c'est qui est le troisième au Jérusalem. C'est la question, c'est très important. Et c'est la vie d'un historien, c'est l'histoire. Et vous allez être étonné quand vous allez écouter ça. Écoutez alors. Bonjour mes chers amis, très récemment on parle beaucoup de Jérusalem et surtout la vote de la France, UNESCO. Alors si vous voulez bien, aujourd'hui David Abbassi va vous donner quelques informations historiques sur Jérusalem. Vous savez, Jérusalem, Ur-Shalim, avant son nom c'était le pays de Canaan. Canaan, on disait le pays de Canaan. Après, il a pris le nom de Ur-Shalim. Ur-Shalim, c'est-à-dire la pluie de la paix. La pluie de la paix. Alors, bien sûr, à l'époque, en hébreu, on dit il y a. Et Ur-Shalim, à l'époque, on disait aux Perses qui étaient dans cette ville. Les Perses qui étaient dans cette ville, on le disait Ur-Shalim.
Alors, Urushalim, la pluie, de la paix, c'était, on peut dire, toujours première ville pour les Juifs. Aujourd'hui, si vous voulez calculer, c'est troisième ville pour les musulmans, c'est-à-dire il y a le Mecque, Médine, et le troisième c'est Jérusalem. Et pour les chrétiens, deuxième ville, puisque leur première ville c'est la ville où Jésus est né, et deuxième ville, saint, c'est Jérusalem. Alors actuellement, si on veut bien parler, il y a 39% des habitants de Jérusalem, 39% le plus grand, moins de 300 000 personnes musulmanes, et plus de 60% juifs, c'est-à-dire plus de 500 000 personnes. Après, vous avez 10% des chrétiens, de Russes et d'autres tendances religieuses. Et à l'époque du roi Cyrus, il y a plus de 2500 ans, quand lui, il a libéré les Juifs de Babel, il les a autorisés d'entrer à Jérusalem et fonder leur temple juif. Alors, après, bien sûr, environ, on peut dire 1250 ans avant Jésus-Christ, également, Moïse, il est entré à Jérusalem avec le peuple d'Israël, et c'est-à-dire cette ville toujours était juive, et pour les Juifs, puisque c'était la première religion avant le christianisme, même avant l'islam. Alors l'islam, bien sûr, il est entré dans cette ville. Comment? Par la force, c'est-à-dire l'année 636, ils ont attaqué Jérusalem et le chef de l'armée de M. Omar, deuxième calife de M. Mahomet, il s'appelait Abu Obeidé. Abu Obeidé, il a encerclé Jérusalem pendant 6 jours. À la fin, les sages de cette ville, ils ont accepté de céder et de donner les clés de la ville aux musulmans, mais ils ont demandé que le calife, lui-même, il se déplace et il vient à Jérusalem pour prendre les clés. C'est pour ça que M. Omar, le calife, deuxième calife de Mahomet, il va venir, on va lui donner la clé, mais c'est là qu'on va imposer certaines conditions pour garder cette ville pour les Juifs, pour les musulmans et pour les chrétiens. C'est-à-dire, n'oubliez pas, il y a moins de, on peut dire, 1300 ans, non plus, environ 1400 ans, que les musulmans, ils entrent en Jérusalem. C'est-à-dire, c'est le dernier peuple qui prend cette ville en par force. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, certains, sans connaître l'histoire, peut-être pour les entrées économiques ou diplomatiques, ils votent certaines choses qui n'est pas bien pour la sagesse, ni pour la paix, ni pour le respect des religions. Surtout, comme vous le savez, M. Mahomet, fondateur de l'islam, lui-même, au départ de la révolution qu'il a fait, au départ de la religion des musulmans, il priait vers Jérusalem. Mais après qu'il a eu des problèmes avec les Juifs, lui-même, il a abandonné Jérusalem et il a fait ses prières vers la Mecque, le temple de ses ancêtres. C'est-à-dire, même prophète de l'islam, il a renoncé à Jérusalem. Alors, aujourd'hui, après plusieurs centaines d'années, on met ça sur la table, sans savoir l'histoire, on pose des problèmes. Surtout, il ne faut pas oublier, le prophète de l'islam, une nuit, le matin, quand il se lève à sa femme, Khadija, il dit, hier, j'ai voyagé au ciel. Comment? Il dit, d'ici, Arabie Saoudite, péninsule d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, il dit, d'ici, j'étais allé au Jérusalem, de Jérusalem, j'ai monté au ciel. C'était dans son rêve, mais ça c'est une anecdote assez importante et romantique chez les musulmans, qui pensent Mahomet, de là-bas il a monté au ciel, il a fait un voyage aller-retour. Ça c'était son rêve, on ferme les yeux, même 30 secondes, on peut rêver de 2 jours, de 10 jours. C'était une petite anecdote de l'histoire de Jérusalem, que David Abbassi vous a donné, surtout concernant ce conflit. C'est un conflit. Alors, si on ne connaît pas l'histoire, il ne faut pas aller voter à l'UNESCO, comme quoi Jérusalem musulman. Au moins, ces 3 religions, comme j'ai cité, par
l'histoire, on peut savoir que c'est vrai que les trois religions monothéistes, soi-disant, respectent Jérusalem, mais la ville était toujours juive, israélite, et la majorité, jusqu'à aujourd'hui, c'était juive, et même l'islam, le prophète lui-même de l'islam, il a renoncé à Jérusalem, il a fait ses prières vers la Mecque. Pourquoi aujourd'hui, certains politiciens font des choses qu'il ne fallait pas, qui n'est pas bien pour les entrées de pays. Merci, à bientôt, au revoir. Tous les lundis et derniers